Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du lore Donjons et Dragons, mais pas n'importe lequel, car nous allons continuer de parler du lore accompagnant l'extension Magic the Gathering, Commander Legend, Battle for Baldur's Gate, et notamment ces cartes légendaires autour du lore de la licence Baldur's Gate que vous pouvez tout simplement trouver dedans si vous ouvrez des boosters. Du coup, installez-vous confortablement car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Avant de commencer, je dois préciser que cette vidéo est, comme toutes les vidéos de cette chaîne, sponsorisée par vous et que rien ne pourrait avoir lieu sans votre soutien. Donc si l'idée de soutenir la chaîne et l'avenir de la chaîne et ses projets les plus ambitieux vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur Utip ou sur Twitch pour vous abonner et peut-être me permettre, grâce à votre petit don, de viser beaucoup plus grand. Je vous rappelle également que si vous voulez vous procurer ces quelques petits sets 2D que je suis en train de créer en stream et dans la boutique, eh bien n'hésitez pas à les précommander car dans quelques jours, d'ici quelques jours, la boutique, enfin la précommande pour l'envoi de Noël, afin que vous les ayez à temps et peut-être vous offrir ça de manière agréable, normalement je vous les montre à l'écran à quoi ça ressemble, eh bien dans quelques jours ça se termine, donc voilà, pensez peut-être à passer le plus rapidement possible là-dessus si vous voulez tout simplement vous les procurer. Pour la carte d'aujourd'hui, nous allons parler de l'agent du trône de fer, et donc de la faction du trône de fer. Et non, on ne parlera pas de Game of Thrones, on va parler du trône de fer dans Donjons et Dragons. Le trône de fer est une mystérieuse organisation mercantile qui opère dans les terres du cœur de l'Est depuis, le XIVe siècle. Bien qu'elle contrôle une grande partie du commerce des armes dans les royaumes à cette époque, sa direction et sa hiérarchie restent inconnues de ceux qui ne sont tout simplement pas dans leur rang. Bien qu'il s'agisse d'une organisation, on va dire globalement criminelle dans tous les sens du terme, le trône de fer a prospéré, en partie grâce à la façade qu'il projette au reste de Faerûn, c'est-à-dire une entreprise honorable qui sert les meilleurs intérêts des royaumes en leur produisant et en leur trouvant des armes tombées du camion. La direction du trône de fer était donc composée du chef de l'organisation et d'un cercle intérieur de 3 conseillers. C'est ce qu'on a pu récupérer dans les informations. Ces officiers étaient chacun responsable d'un aspect différent des opérations du trône de fer et agissent le plus souvent indépendamment les uns des autres. Pour le premier conseiller, on avait ce que l'on appelle le bras. Cet individu arrange les contrats commerciaux, organise les routes utilisées pour le commerce et s'occupe de leur réseau de contrebande. Les négociateurs au franc-parler et ceux qui ont le sens des affaires sont souvent recrutés pour servir le bras. Ensuite, on a le pied. Cet officier est chargé tout simplement de protéger les caravanes de l'organisation et d'interférer avec celles qui appartenant à d'autres groupes commerciaux tout simplement, hein, puisque le pied, c'est celui qui va faire le chemin, c'est celui qui porte les godasses. Donc voilà, toutes sortes de mercenaires et de criminels sont engagés pour combattre sous la direction donc du pied. Et enfin, troisièmement, on a l'œil. L'œil, un seul lanceur de sorts faisait office, et fait toujours en fait office de coordinateur magique pour le cercle intérieur du trône de fer. Il facilite les communications entre les membres et recueille des informations par le biais de la divination et l'espionnage notamment, mais surtout la divination magique. Ces agents sont d'autres lanceurs de sorts ou des individus disposant d'un meilleur ou d'un solide réseau d'informateurs. L'étendue de leurs activités collectives n'était connue que du chef du trône de fer et de son cercle du coup restreint. On va parler maintenant des activités du trône de fer. En apparence, le trône de fer est investi dans le commerce des armes dans diverses régions de Faerûn, alors qu'il semble, on va dire, vouloir s'assurer le monopole du commerce des armes. Il cherche en fait à utiliser sa force martiale pour accroître son pouvoir et régner sur l'ensemble des terres autour donc principalement de la côte des épées. Mais pas que, puisqu'on a vu qu'il y en avait d'autres, mais c'est principalement le long de la côte des épées. Ils sont connus pour éliminer la concurrence par des tactiques brutales comme le banditisme et le meurtre. On pense même qu'ils volent et vendent des substances illégales comme des poisons, de la poudre à fumer, des drogues interdites, etc., etc. Et les membres du trône de fer ne portent pas de vêtements, on va dire, communs ou de marques d'identification manifestes. Les hauts officiers de haut rang, on va dire, les officiers de haut rang portent un simple insigne de fer portant le symbole de leur organisation et c'est globalement les seules informations que l'on a en termes de signes distinctifs. On va parler un peu de l'histoire de cette faction, on va surtout parler des premières années. Le trône de fer a été fondé par l'assassin diabolique Svenna
en l'an 1347 dans le but de conjurer une maladie qui l'affligeait personnellement. L'organisation s'est rapidement développée, dominant rapidement le commerce des armes et s'étendant à un commerce beaucoup plus général. On va parler maintenant pendant la crise du fer, en fait le siège du trône de fer à Baldur's Gate, en l'année 1368, eh bien le chef de la branche du trône de fer de Baldur's Gate, Rishtar, connu sous le nom de Reiltar Anchev, et son fils adoptif Sarevok, ont mis en fait en place un plan pour avoir tout simplement la maîtrise et la mainmise sur la côte des épées. Ils ont orchestré une pénurie de fer en sabotant les mines de Nashkel et en engageant des bandits de la Chill et des Black Talon pour perturber en fait le commerce aux alentours. Ils ont rejeté la responsabilité de ces problèmes sur la nation méridionale d'Amn, au point d'être en fait au bord de la guerre entre Baldur's Gate et la nation d'Amn. La chute du trône de fer, quelques années plus tard, en l'an 1371, Sfena disparut de la surface de Toril pour des raisons inconnues de tous, à l'exception d'un seul de ses officiers supérieurs. En vérité, c'est l'œil du trône de fer Mareadi qui a facilité tout simplement sa disparition. Pensant que l'organisation pouvait gagner plus de richesses et de pouvoir sans la présence donc de Sfani, il a offert en fait de retrouver son père, un puissant seigneur parmi les démons. Et en fait, les sbires de son père ont enlevé Sfena et l'ont emmené dans le domaine de son père, dans les Neuf Enfers. Le trône de fer tombe en désarroi et perd donc son emprise dominante sur le commerce des âmes suite à la disparition de son chef, on va dire, emblématique. Et les membres de l'échelon supérieur du groupe ont commencé tout simplement, on va dire, eh bien, à se battre les uns contre les autres. La dissension était parmi donc les membres du trône de fer, chacun cherchant à prendre la tête de son propre groupe et former sa propre branche. Le pied du trône de fer Krakosh a pu mettre fin au chaos par la menace de la force et est devenu en fait le nouveau leader de l'organisation. Si le trône de fer n'a pas été complètement dissous, il a été sévèrement affaibli et ses concurrents ont été grandement renforcés. Alors que le géant des tempêtes Krakosh était le chef du trône de fer, il ne voulait rien d'autre que tout simplement retrouver Sfena et a commencé à être plus absent dans l'organisation. Et évidemment, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Pendant qu'il utilisait en fait l'organisation à cette fin pour retrouver Sfena, Mareadi prend en charge en fait les opérations quotidiennes du trône de fer. Il a manipulé la perte du géant des tempêtes pour gagner en puissance tout en attendant de prendre le pouvoir définitivement et pour de bon. La branche de Baldur's Gate a fait face à la ruine lors de l'année 1374. Le Conseil des Quatre, évidemment, l'instance dirigeante de Baldur's Gate a engagé le noble aventurier Dabron Sachentar pour démanteler l'emprise de l'organisation dans la ville. Le noble Sachentar a arrêté Reiltar Anchev de son domaine de Derlun et a révélé qu'il s'agissait en fait de Rishtar l'Homme Rouge, le célèbre assassin qui servait le bras en fait du trône de fer. En négociant avec toutes des chevaliers du bouclier, Dabron Sachentar a appris les origines du trône de fer et s'est arrangé pour que Sfena soit amené dans le domaine du seigneur caché de Gargoth. Peu de temps après, les sorts de Djea affectant les anciens lieutenants commencent tout simplement à disparaître, libérant ainsi les gens de l'emprise du trône de fer. En 1374, les derniers dirigeants du trône de fer se réunissent en secret et organisent l'assassinat de plusieurs représentants de la Ligue des Marchands, l'entreprise de la maison Sachentar, dont venait notamment Dabron qui a démis et qui a défait, on va dire, le trône de fer en amont. Cet ultime acte de malveillance n'a cependant servi à rien, car ils ont eux-mêmes été assassinés par un nouvel arrivant sur le plan des factions, le Zentarim. La nouvelle de ces meurtres émerge donc au mois de Kritorn, et tout simplement après l'échec d'un assaut sur le siège de la Ligue des Marchands à Arabel, le trône de fer a été déclaré complètement démantelé. Enfin, ça c'est ce que l'on dit. Et voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas de passer sur Utip ou de passer sur la boutique de précommande Ulule, de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. N'hésitez pas de me mettre un commentaire, c'est toujours sympathique de valoriser, on va dire, les algorithmes sur Internet. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine fois et bon jeu à tous. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures.